Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à chacune et bonjour à chacun. Bonjour à tous les éveillés, les réveillés, les encore un peu endormis, les chercheurs de vérité, les vrais sceptiques, les faux sceptiques, les followers, les vrais lovers, les moutons noirs, les starseeds, les nostalgiques du futur, les oubliés du passé et. Eh ben, je vais arrêter là mon inventaire inclusif à la Prévert, faute de temps. Désolé, comme le disait Benjamin Franklin, un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, un autodidacte surdoué, éditeur, inventeur, diplomate, etc. Il disait un adage que je vais exprimer ici dans la langue hégémonique de l'oncle Sam, Time is money. Je l'ai dit et je le répète, à mon âge où le compte à rebours ne se compte plus en décennies, time is money. Alors, le mot que j'ai masqué ici cache bien des comportements irrationnels et est sujet à bien des fantasmes, à bien des suppositions et à bien des projections. Christian Junot, mon invité d'aujourd'hui, cite Carl Gustav Jung. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Chers écouteurs, chères visionneuses, chers membres du personnel au sol, c'est parce que je ne vous considère pas comme des touristes spirituels, mais plutôt comme des acteurs, des actrices et des artistes qui cheminent chacun à sa vitesse sur son propre chemin de vie, que je vous invite à rester jusqu'au bout, car je vous garantis que vous allez en avoir pour votre... Vous n'allez donc pas perdre votre temps. Vous n'allez pas perdre votre temps. Mais nous savons dans le milieu dit des éveillés que le temps n'existe pas. Tout le monde sait bien évidemment que le temps est une illusion de la matrice 3D. C'est pourquoi la logique binaire pourrait en conclure, puisque le temps n'existe pas et que le temps c'est de l'argent, eh bien l'argent non plus n'existe pas. 20% des followers de Field One TV sont au Québec, en Amérique du Nord, où la relation à l'argent est différente des 60% de ma communauté qui sont en France. Et comme l'a dit mon invité d'aujourd'hui, donc Christian Junot, dans une conférence TEDx, entre l'argent et les Français, ce n'est pas une grande histoire d'amour. Alors voilà, ça y est, je l'ai lâché, ce maudit mot, argent. Sortez vos crucifix, vos gousses d'ail et allez chercher sous ces 6 chiches souches 666 sous de sauge sèche et faites à grand moulinet moult fulmigation pour des démons en chasser les effluves. Bien que, comme le dit un autre adage, l'argent n'est pas d'odeur. Le mot même que j'ose à peine prononcer est tellement tabou, quasiment autant que le sexe, qu'on préfère l'appeler par un tout autre vocable pour ne pas risquer de se brûler la pulpe des lèvres, se rompre l'os de la langue ou de voir apparaître des pustules purulentes au palais mou. On préférera donc dire du pognon, du liquide, du blé, des ronds, de la thune, des radis, des picaillons, de la galette, de la mitraille, du fric, de l'oseille, du pèse, un pécule, de la braise, de la ferraille, de la fraîche, des sacs, des briques, des copecs, des pépettes, du flouze ou encore du grisby. Mais le mot nada, walou, silence radio, motus et bouche cousus. Et c'est parce que je suis un expert de la voix libre, de la voix sans retenue, que j'ai invité Christian. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil Dewan, coach, éclaireur et facilitateur de changement. Je vous retrouve tous les dimanches à la Verticale de Montréal pour vous motiver à vous explorer vous-même afin d'incarner les changements que vous voulez voir dans le monde. Alors, eh bien oui, chers écouteurs, j'ai osé inviter un ancien bankster, un ex-banquier suisse défroqué, qui a réussi l'exploit de survivre pendant 25 ans dans une société anonyme, ayant pignon et pognon sur rue, qui premièrement le payait moins que ce qu'il rapportait, sinon pourquoi l'aurait-elle payé, et qui mentait effrontément avec ses éléments de langage en disant par l'intermédiaire de leur fils de pub qu'elle pouvait vous faire un prêt. Alors qu'en réalité, ces anonymes ne vous prêtaient pas de l'argent. Elles ne vous le vendaient pas non plus, auquel cas elle vous aurait appartenu. Elles vous le louaient avec des intérêts, c'est-à-dire en pratiquant l'usure, une pratique proscrite par toutes les religions. Eh bien, malgré tout le mal que je pense des banques, je n'ai point eu besoin
de tirer Christian par le col pour qu'il vienne nous jaser de ses livres, de ses conférences et de ses formations. Il est venu de lui-même, dans son propre véhicule de manifestation, voilà, sans avoir été aspiré par un trou blanc, trou noir. Christian Junod nous vient directement du pays du chocolat, des horloges à coucou et des couteaux suisses. Et j'en suis un, c'est peut-être ce qui nous rapproche. La Suisse, j'ose le dire, est un pays intelligent et démocratique qui n'est jamais entré dans l'Union européenne et encore moins dans l'euro, sachant qu'en lâchant sa monnaie, un pays perd sa souveraineté. Mon invité est avec nous pour nous répondre sans filtre à mes questions à propos de la 3e édition de son best-seller, Ce que l'argent dit de vous. Voilà, publié par les éditions Erol. Voilà, on enlève tout. Voilà, bonjour Christian. Bonjour Comment ça Phil. va? Ben, quelle introduction, dis donc. Rien que ça, je ne vais rien pouvoir dire. Tu as déjà dit tellement de choses. Donc, merci de ton invitation. Je suis d'autant plus touché que quand tu m'as invité, je suis allé voir ta chaîne et j'ai découvert quelques personnes que je suis déjà qui sont très inspirants. Et je me suis dit, waouh, aller parler de relations à l'argent dans une chaîne comme celle-ci, c'est effectivement tout à fait inhabituel pour moi et je suis d'autant plus heureux puisqu'on va le voir, on va beaucoup parler de l'être humain à travers le prisme de l'argent. Écoute, bah, je te dis que moi aussi, d'ailleurs, quand je t'ai invité, je me dis, mais il va jamais accepter, c'est pas possible. Tu vois. Bon. Donc, j'ai été le premier étonné à ce que tu sois là. Alors, comme je fais souvent, voilà, il y a ton nom là sur un jeu de cartes et il y a 48 cartes et je vais donc piger, comme on dit au Québec, piger des petites cartes. Et puis bon, je veux te dire quand même que ton livre, enfin pas quand même, il faut le dire, hein, ce livre, c'est pas seulement un livre, hein, c'est vraiment un compagnon de route, c'est un outil, ça se lit pas comme ça, comme un roman. C'est vraiment, il faut le garder, le lire. Il y a des belles illustrations et tout ça. Et donc, ben voilà, j'ai pris quelques mots du livre simplement, puis c'est pour donner du rythme un petit peu. Donc là, je vais prendre cette, c'est quoi? Ah bah touriste justement. Tu as employé le mot touriste d'ailleurs. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Alors, si j'ai employé ce mot dans le livre, alors ça, je ne m'en souviens pas. Euh, mais alors, t'aimerais que je rebondisse sur le mot tourisme, en fait. Oui, bah, si tu veux. Sinon, on peut en prendre une autre. Hein, il n'y a pas Oui, de. tout à fait. Alors bon, moi, le mot tourisme me met en lien avec le mot vacances. Oui. Et le mot vacances, si tu veux, je trouve ça intéressant dans le sens que moi j'ai pu voir à une époque où pour beaucoup de personnes, les vacances, c'est leur bouffée d'oxygène pour tenir le coup un peu plus longtemps. Et certains, d'ailleurs, ils mettent tout leur argent dans leurs vacances. Je ne sais plus qui, un Américain disait une fois, je suis toujours impressionné par ces gens qui passent plus de temps à préparer leurs vacances qu'à faire en sorte que le reste de leur vie soit belle, intéressante et pleine de sens. Et si tu veux, depuis que je suis en tout cas moins indépendant, ça fait 13 ans maintenant que je fais vraiment un métier, une activité que j'aime tellement, je ne suis plus à la recherche d'une évasion à travers les vacances. Je peux aimer les vacances, mais le besoin ne vient pas du même endroit, si tu veux. C'est vraiment ça que je peux voir comme différence. Et j'ai évidemment rien contre les vacances, mais c'est juste d'être conscient. Est-ce qu'on fuit une réalité en partant vite chaque fois que c'est possible, ou est-ce qu'effectivement, on a juste envie de vivre une autre expérience, peut-être que ce qu'on vit actuellement dans notre quotidien? Ah, super, parce que tu vois, moi pareil, je pense que toi, comme toi, enfin, moi j'ai jamais été employé dans une compagnie où 6 mois, trois Oh. fois dans ma vie, 6 mois. Tu vois. Donc j'ai toujours été indépendant et c'est vrai que moi ça fait 3 ans là que j'ai pas pris de vacances par exemple. Mais quelle importance le travail que je fais, c'est pas un travail, c'est un plaisir. Allez, on prend une autre carte. Divorce. Là, on rentre dans la famille. Divorce. On rentre dans la famille, tout à fait. Alors bon, malheureusement, je peux voir dans beaucoup de divorces, parce que je rencontre beaucoup de personnes qui sont là-dedans, et on voit qu'il y en a beaucoup aujourd'hui dans notre société, des divorces où effectivement il y a beaucoup de problèmes d'argent qui se jouent. Et, euh, et je dis souvent, ce qui est dommageable, c'est qu'on utilise l'argent pour régler des comptes affectifs. Tu vois, et c'est intéressant parce que souvent j'entends dire, ah ouais, les problèmes qu'ils ont, c'est à cause de l'argent. Tu vois, ils s'entre-déchirent, c'est à cause de l'argent. On met l'argent comme étant la cause du déchirement de deux êtres humains. Et dans le cas du divorce, je dis, c'est quand même fou. Quand les parents s'entre-déchirent pour la garde des enfants, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire, c'est la faute des enfants s'ils s'entre-déchirent pour la garde.
Donc là, c'est clair que c'est eux. Et quand on met l'argent au milieu, ça serait la faute de l'argent. C'est pour ça que je dis, ben non, à un moment donné, quand on décide d'entrer, je mets des guillemets, en guerre contre l'autre parce que on estime qu'il y a quelque chose qui n'a pas été respecté, quelque chose qui n'a pas été juste pour moi, on peut utiliser n'importe quel prétexte pour rendre la vie difficile à l'autre. Donc moi, je dis toujours, dans les divorces, on devrait d'abord, idéalement, dans l'idéal, peut-être ça faire accompagner d'un médiateur et de pouvoir se dire ce qu'on ne s'est pas dit et ce qu'on a sur le cœur. Et seulement après, une fois qu'on a pu poser un peu tout l'émotionnel, là, on va commencer à parler d'organisation, qu'elle soit familiale, qu'elle soit financière et autres. Mais tant qu'on le fait à partir de l'émotionnel, de la colère, de la tristesse, de la peur et autres, ça peut que durer et être compliqué. C'est dommage, effectivement, parce que si on a commencé un couple d'une belle manière, ce serait bien de pouvoir le finir de la manière la plus harmonieuse possible pour bien boucler une boucle et pas garder des colères encore pendant des années. Oui, c'est important. Là, donc, tu parles de couple et donc, bah, moi, il se trouve que je travaille avec mon compagnon, bon, et donc c'est spécial aussi parce que quand deux éléments d'un couple travaillent ensemble, il y a du coup des histoires d'argent puisque, bon, par exemple, je le paye hein, pour faire les designs Mhm. et tout ça, bon et tout, et donc on doit être encore plus vigilant. Et je fais très attention quand j'ai une émotion de dire, bah attends, est-ce que c'est lié à quoi? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que je me suis bien exprimé dans ma demande? Est-ce que j'ai une frustration? Il faut que je le dise. Donc, il faut être encore plus clair. Alors, dans les couples qui travaillent pas ensemble, la plupart, bon, chacun leur métier, leur activité, je pense, avant d'arriver au divorce, puisque, bon, je crois que c'est 2 couples sur 3 divorcent maintenant, avant d'arriver au divorce, peut-être ce serait bien, effectivement, qui soit très clair avec comment est-ce que ils ont un compte joint, ils ont 2 comptes, qu'est-ce qu'il y a derrière l'argent? C'est des vraies questions très 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 puissantes, hein. Oui, c'est vrai. Alors moi, je suis en couple depuis, ça fait un bout de temps, 43 ans qu'on est en vie commune. On est fréquente depuis 47 ans ensemble, donc on a commencé très jeune. Et c'est vrai que l'argent n'a jamais été un gros problème ou un problème important malgré ma peur de manquer. Mais en même temps, je trouve que très souvent, effectivement, on néglige ce côté-là au départ, dire comment est-ce qu'on en vit, ce serait quoi le fonctionnement idéal quand on parle de finances pour l'un et pour l'autre. Parce que souvent, il y en a un qui prend le dessus sur l'autre, qui impose une manière de faire, l'autre subit, et puis à un moment donné, il y aura des frustrations. Il y a des fois beaucoup de contrôle qui se met également dans les couples, et aussi souvent une forme de naïveté qui dit non, non, mais parce qu'on s'aime, l'argent ne sera jamais un problème. Et je peux te dire, nombre de fois que je vois des personnes dans mes ateliers qui disent, mais dès le début, j'avais des informations qui montraient que ça ne fonctionnait pas à cet endroit-là, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas OK, et je n'ai rien voulu dire. Et finalement, c'est que des années après que ça a pris toujours plus d'ampleur, et ça s'est mal terminé. C'est une des causes importantes de divorce, c'est pas la seule évidemment, mais c'est une des causes importantes de divorce, ce sont les questions d'argent. Ah, oui, oui. Et là, comme tu abordes justement la famille, moi, ce qui compte pour moi là dans cette interview, si tu veux, c'est que on te connaisse un peu mieux et qu'on ait le goût d'aller évidemment écouter tes conférences. Comme je l'ai dit, il y en a une de 15 minutes hein, sur TEDx et tout de suite, c'est waouh! Moi, j'ai fait waouh, super! C'était une énergie absolument magnifique. Et alors, tu vois, j'ai même fait une chose. Alors, ça, je sais pas comment je vais le montrer à la caméra, mais j'ai pris ton livre et je fais de la radiesthésie. Hein, tu vois, je fais de la Mhm. radiesthésie comme ça. Et j'ai pris ton livre et j'ai mesuré le taux vibratoire du livre, puisque tous les objets vibrent. Et je peux te dire qu'il vibre très, très haut. Il vibre à 1 200 000 unités Bovie. Alors je dis, waouh, c'est incroyable. C'est pour ça que j'ai senti tout de suite l'énergie de Christian. Moi, quand je me réveille le matin, je suis à 500 000 à peu près unités Bovie. Et quand je fais mes exercices, j'arrive à 1 million, un peu plus, 1 million 2, 1 million 3, 1 million 4, mais Mhm. rarement plus, toi. Et toi, c'est très haut. C'est très, très haut. Donc, je peux te le dire, franchement, parce que j'ai essayé après avec d'autres livres. Je ne vais pas faire une comparaison là, tu vois, parce que bon, là, c'est un peu gênant pour d'autres que j'ai interviewés ou que j'ai pas interviewés, mais que j'ai lus. Il y a, bon, je peux prendre un autre exemple qui n'a rien à voir. Hein. Un roman, par exemple, de, comment elle s'appelle, cette grande romancière qui était beaucoup, Amélie Nothomb, par exemple. Amélie Nothomb, elle a un talent d'auteur, hein, d'écrivaine, hein, d'autrice magnifique, hein, mais ses livres vibrent bas. Tu vois, bon, donc c'est pas une question de talent spécialement, c'est une question d'énergie. Et quand j'ai vu donc
quand je t'ai vu, bah, enfin, mais ce qui est intéressant, là, je parle un peu beaucoup, là, parce que j'aimerais que ce soit aussi un peu une conversation. Il y a longtemps, enfin, il y a plusieurs années que je te connais. Je pense que ton livre, il est sorti en Elle est 1900. sortie fin 2015 dans la première édition qui a été effectivement améliorée en 2021. Ouais. Ah, c'est ça, c'est une deuxième édition, c'est ça, c'est Oui. 2015, voilà. Parce que ça fait plusieurs années que je te vois passer. Tu vois, ça fait plusieurs années que je te vois passer. Je t'ai vu passer à la télé de Lilou, donc formidable. J'ai vu des reportages. Et puis, à chaque fois, je reculais, tu vois, que je dis, mais. Bon, et comme je te l'ai dit pour t'inviter, en t'invitant, j'ai dit, bon, si tu avais été un sans-abri, un SDF, qui tout à coup s'en est sorti, et puis là, mais là, tu étais un banquier quand même, alors C'est ça mal m'interpelle. parti. Ben, tu sais, c'est une étiquette. C'est amusant parce que ça reste une étiquette, évidemment. Et une étiquette que j'ai mal portée parfois, et dans mes dernières années, que je portais vraiment un peu honteusement parce que je ne me reconnaissais pas dans ce milieu de la banque. Et en même temps, j'avais trop de peur en lien avec l'argent pour oser en sortir librement. Et c'est amusant parce qu'aujourd'hui, à certains endroits, on me dit, ah ouais, tu as une vraie crédibilité pour parler d'argent parce que tu étais banquier. Et puis à d'autres endroits, on m'a jugé et enfermé à vie parce que j'étais banquier. Donc tu vois, à un moment donné, de toute façon, que tu le veuilles ou non, il y a des choses que tu portes et après, c'est comment Oui. tu peux faire avec. Les autres penseront ce qu'ils veulent de toi. C'est une chose que la vie m'a beaucoup appris. Les autres pensent ce qu'ils veulent de toi et c'est à toi de faire avec. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est Shakespeare hein, qui disait que la vie est un théâtre et on endosse des rôles sans arrêt. Et bon, c'est vrai que quand tu as un rôle, bah voilà. Après, les gens vous ont un peu étiqueté. Bon, moi, c'est pas toute la vie, tu vois. J'ai changé puisque tu es là et je suis très content parce que je sais que ton livre va me permettre de faire un grand travail et je vais faire encore un grand travail. Alors, je vais pas trop parler. Je vais prendre une autre carte. Allez, toc, la voici, la voilà. C'est quoi? Vénal. Voilà, tu as mis, oups, voilà, vénal. Oui. Alors, toi, il y a des mots qui sont assez connotés avec l'argent. On parle de radinerie, parfois de rapacité, le côté vénal aussi. Et moi, dans mon activité, au fond, euh, l'argent est juste un prétexte. L'argent, c'est un prétexte, une porte d'entrée pour apprendre à créer plus d'unité en soi et d'apprendre à mieux et plus s'aimer. Pour moi, c'est vraiment ça l'objectif derrière ce que je propose. Et l'unité, si tu veux, c'est d'accueillir toutes les parties de soi plutôt que d'en rejeter une partie et d'en accueillir d'autres. Parce que dans notre éducation, on nous a fait croire qu'il y a des choses qui sont bien, qu'il y a des choses qui sont mal. On est vraiment dans un côté binaire, le bien et le mal. Et le bien et le mal, ce n'est pas l'unité, c'est la séparation. Et ça veut dire qu'il y a des parties, c'est sûr que d'accueillir le généreux en soi, l'honnête, l'intègre, le humble, c'est relativement facile. Et puis on leur ouvre grand la porte. Mais quand il s'agit d'attirer la polarité, le radin, le malhonnête, l'arrogant et le vénal, pour prendre cet exemple-là, de les accueillir en disant, ben, si l'unité c'est tout, ça fait aussi partie de moi. Donc Mhm. j'ai aussi à accueillir ces parties de moi plutôt que d'être en guerre contre. Et au fond, le vénal, dans ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes, enfin, dans mes ateliers, on parle beaucoup de la notion d'arriver à se détacher du regard des autres, parce que tant qu'on veut qu'on pense quelque chose de nous, on est déjà prisonnier de ça. On est en mode survie, tu vois, il y a de la peur derrière. Et il y a des personnes qui font un super job, et je vois des coachs et beaucoup de gens qui viennent aussi du monde spirituel, qui font des accompagnements et tout ça, et qui n'osent pas se faire payer, qui n'osent pas envoyer une facture. Des gens qui disent, ah non, non, mais j'envoie jamais une facture au moins 3 semaines après la prestation. Je dis, ah bon, et pourquoi? Parce que si je l'envoie tout de suite, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? En fait, je dis, tu es en train de dire que tu as peur, que tu penses que tu es vénal, que tu penses qu'à l'argent, tu t'accroches à ça. Ah ben oui. Tu vois, donc, Voilà, et c'est amusant parce que je dis c'est amusant, moi, quand quelqu'un m'envoie une facture tout de suite après une prestation, je trouve ça très professionnel. Donc, mon regard n'est pas le même que toi. c'est Et ça. donc, tu vois, la peur de passer pour la chose fait que les gens ont certains comportements, alors que, encore une fois, ben oui, je suis et le généreux, et le radin, et l'honnête, et le malhonnête. Et souvent voir que le malhonnête ou le manipulateur, c'est déjà avec moi que je le suis surtout, avant de l'être avec les autres. Le radin, je peux l'être avec moi également, en me manquant de générosité aussi, je l'étais pendant très longtemps là-dedans. Donc, de voir que souvent, ces parties-là, c'est déjà à nous que nous les infligeons avant de éventuellement les faire vivre aux autres.
Super. Donc, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur toi, d'où tu viens, parce que tu parles beaucoup de ça aussi, hein, de l'éducation, même de la naissance, et même de la conception et tout ça. Donc, j'aimerais savoir d'où tu viens, qu'est-ce que faisaient tes parents. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton enfance Oui, oui, volontiers. Donc moi, j'ai une famille, je dirais, a priori absolument normale, surtout à l'époque, je suis né en 1960, à une époque où très peu de femmes travaillaient, maman était à la maison, mon père était, voilà. Mon père, en fait, était commercial, on appellerait ça aujourd'hui, en tout cas représentant, on appelait ça. Voilà, il était représentant pour du chauffage, pour des traitements d'eau, pour des articles de piscine, des choses comme ça. Et moi, et assureur aussi au départ, c'était de l'assurance. Et j'ai beaucoup, beaucoup entendu mon père au téléphone le soir avec des clients et tout ça. Et je captais beaucoup de choses parce que s'il y a vraiment un talent que j'ai eu très vite quand je suis entré à la banque comme conseiller en placement financier, c'est la capacité à créer de la confiance avec mes clients en allant vraiment s'ouvrir, m'ouvrir à eux et essayer vraiment de m'intéresser à eux. Et vraiment, cette capacité-là, je l'ai eu très vite, mais je crois vraiment que je l'ai connu de mon père parce que pour moi, mon père a été quelqu'un de foncièrement intègre. Et vraiment, il m'a amené des valeurs d'honnêteté, d'intégrité, vraiment de vendre seulement quand c'est juste. Je l'ai vu dire non à des gens qui voulaient une piscine parce qu'ils disaient non, c'est une mauvaise idée, avec votre terrain, vous aurez des problèmes et tout. Donc, il avait vraiment cette sorte de grande honnêteté et vraiment, il est décédé une année. Maintenant, j'ai beaucoup de gratitude pour ce qu'il m'a montré sur Hmm. ce côté-là. Donc, comme il était plutôt bon, semble-t-il, il avait un peu plus d'argent que la moyenne, mais je n'avais pas vraiment cette sensation-là, si ce n'est que je me souviens qu'on a eu deux voitures une fois, ce qui était quand même très rare à l'époque. Pour la petite histoire, nous, on n'a jamais eu deux voitures malgré des moyens financiers chez nous. Ça, je crois que un choix d'une voiture était largement suffisant. Et voilà. Donc, j'ai plutôt cette enfance-là, mais je dirais, il y a un mais pour moi, c'est que je suis venu en deuxième après un grand frère. Et mes parents ont espéré une fille, tous les deux, et je suis né un garçon. Et ça a été un peu un... donc, je suis né comme une déception. Autrement dit, au moment de la naissance, tu vois, c'était pas champagne, c'était plutôt merde que champagne, quelque part. Il y avait une déception de dire, ah ben, c'est un garçon. Et j'ai l'impression que j'en ai, d'une certaine manière, payé le prix, dans le sens que, il y avait beaucoup d'attention pour mon frère, et moi, je me suis senti un peu délaissé. Et il n'y a pas de jugement hein, quand je dis ça, c'est juste que je vois que ça a généré de l'insécurité chez moi. Et cette insécurité a généré un manque de confiance et d'estime de moi, et d'amour pour moi, évidemment, c'est lié pour moi aussi. Ce qui fait que j'ai toujours couru après mon estime de moi, et en faisant des études, enfin, en pensant faire des choses pour avoir plus de valeur. Et en fait, j'étais en train de chercher à l'extérieur ce que je n'arrivais pas à me donner à l'intérieur. Et ça a beaucoup également eu d'impact sur ma relation à l'argent, avec une grosse peur de manquer malgré d'excellents revenus. Donc, ce truc de l'enfance, tu as a priori pas d'événements marquants, mais des choses assez subtiles qui font que je me sentais finalement assez seul et assez insécure dans ce milieu familial de l'extérieur, a priori, tout à fait normal, je dirais. Oui, 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 c'est intéressant ce que tu dis par rapport à ta place hein, dans la fratrie. Et alors, moi, ce que je vois de positif là-dedans aussi, c'est que ton énergie, ce que tu émanes, tu es un homme, mais il y a une énergie yin, il y a une belle énergie yin, tu vois. Et ça, je trouve que c'est très fort. Et surtout que je pense, tu vas me le dire, dans tes formations, en général, dans les formations de développement personnel, c'est 80% de femmes, c'est moins des hommes, hein, c'est ça, hein. Très clairement, tout à fait. Alors, tu sais, l'énergie yin, oui, c'est vrai qu'il y a de l'énergie yin chez moi, je peux le reconnaître, mais au fond, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés à m'incarner dans le masculin chez moi parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps. J'ai fait beaucoup de communication non violente et c'est lors d'un atelier de communication non violente que j'ai vraiment pris conscience à quel point être un homme me faisait peur parce que je voyais que le côté négatif de l'homme, tu vois, le macho, les gens, les hommes qui ont abusé, etc. Je voyais que ce côté-là, je voyais pas le côté positif. Donc, c'est comme si je rejetais ma part masculine. Je refusais de me battre dans les cours de récré. J'étais vraiment toujours un peu en dehors. Et j'ai vraiment eu aussi quand même à prendre du temps, à me faire accompagner pour m'autoriser à me connecter à l'homme que je suis, parce que c'est aussi une énergie particulière et qui peut être très belle aussi, et évidemment de mettre du et plutôt que du ou, encore une fois. Ça a été un vrai chemin, et je dirais un chemin qui n'est, je pense, pas terminé encore. Oui, merci. Tu vas peut-être entendre de temps en temps des miaulements, hein. C'est mon chat, c'est un chat parleur. Donc,
d'un vieux chat qui a 16 ans, qui est un peu en surpoids comme moi. Malheureusement, je n'ai pas 16 ans, mais pour lui, 16 ans, c'est plus que 16 ans. Ouais, bon, voilà, il va peut-être ponctuer l'interview. Mais là, je voudrais revenir là-dessus parce que c'est très intéressant. Le masculin, donc la difficulté d'incarner le masculin. Moi, j'ai travaillé beaucoup et je continue à travailler avec le MKP, ça s'appelle le Mankind Project. Je ne sais pas si tu connais. Je connais, j'ai fait tout ça, absolument. Ah, tu l'as fait, voilà, je me suis dit aussi, bon, voilà, magnifique. Donc là, vraiment, c'est merveilleux parce que là, voilà, là, je suis sur mon vaisseau, mais quand je suis à terre, je suis à Montréal. Et à Montréal, j'ai retrouvé un groupe de ce qu'on appelle des nouveaux guerriers, bon, qui sont des guerriers pacifiques, évidemment. Je le dis pour notre communauté. Franchement, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, mais si elles voient des hommes et qui ont vraiment du problème avec leur masculin, et en ce moment, c'est encore plus difficile parce que bah, les femmes sont un peu plus imposées et c'est très bien. Mais parfois, elles sont un peu trop yang, justement aussi. Elles oublient leur féminin. Et donc, c'est le Mankind Project. Donc, ça a été créé par, je crois que c'était un ancien GI, un chaman et puis un psychothérapeute, enfin quelque chose comme ça. Et c'est vraiment, wow, des cercles de parole et des process avec des process amérindiens, etc. Absolument magnifique. Donc là, je leur fais une petite pub. J'aimerais inviter un jour, d'ailleurs, un nouveau guerrier parce que, bon, à chaque fois que je sors d'une réunion, je dis, ah, vous me réconciliez avec l'humanité. Parce que comme toi, l'aspect masculin, je l'ai beaucoup vu comme dans ses défauts. Hein. Bon, voilà. Le côté prédateur, le côté Ouais, absolument. c'est ça, c'est ça. Et au fond, tu sais, je crois que juste pour peut-être boucler sur là-dedans, on est dans ces générations d'hommes où on sait ce qu'on veut plus, mais c'est comme si le nouveau modèle n'existait pas. C'était comme si c'était à nous de Oui, l'inventer. Et je trouve que beaucoup d'hommes ont justement manque de repères. Parce oui. que autant mon père n'était pas pour moi un modèle d'homme du tout, qui incarnait pas pour moi le masculin non plus, mais voilà, ça n'empêche pas que je l'aimais et tout ça. Mais j'ai pas eu ce modèle-là et je crois qu'on est vraiment ces générations à essayer d'exprimer autre chose. Donc ça prend un peu de temps parce que sur l'échelon de l'humanité, c'est absolument normal et logique. Oui, oui, oui. Bah, écoute, moi, c'est un peu pareil avec mon père qui était à la fois un artiste, un sculpteur, mais il était aussi ingénieur. Il était sportif, tellement sportif que à 80 ans, il avait un corps magnifique. Et moi, ça m'a dégoûté du sport. Je ne vais pas faire comme lui, parce que j'ai pas de repère avec lui, tu vois. Moi, j'étais le troisième. Bon, donc c'était celui. Puis il y avait déjà un frère et une sœur, donc on n'avait pas besoin de moi. Je suis venu un peu en plus là. Donc, bah, j'ai eu un peu comme toi, tu vas dire bon bah qu'est-ce que je peux faire pour me faire aimer le plus? Et donc, ça aussi, ça joue sur le rapport à l'argent, hein, évidemment. Et l'argent, il y a quand même, bah, c'est quand même l'autorité aussi, et le pouvoir. Enfin, franchement, tu travailles sur un sujet qui est absolument passionnant. Alors, je prends une autre carte, c'est quoi? Ah bah là, le travail, hein. On a parlé un petit peu, mais est-ce que tu veux, parce que dans le travail, il y a des salariés et puis il y a des entrepreneurs ou des Oui. travailleurs autonomes, je ne sais pas comment on dit, je ne me rappelle plus comment on dit en France. Est-ce que tu peux Donc, développer? Oui, oui, il y a des salariés qui touchent un salaire. voilà. Très bien. Parfois, voilà, l'air est bien pollué, vicié, et pourtant on continue de s'asphyxier dans une activité qui ne nous convient plus, malheureusement beaucoup trop de personnes, et que justement les peurs en lien avec l'argent les empêchent de s'autoriser à aller vers une activité de cœur, très souvent, trop souvent malheureusement. Et il y a les indépendants. Mais déjà juste dans l'étymologie du mot travail, hein, tripalium, instrument de contorsion, de torture à trois pieds, il y a déjà le mot, il y a déjà une notion de souffrance. Et la croyance numéro une, dès qu'il s'agit d'argent, peut-être largement numéro une, c'est il faut travailler beaucoup, longtemps, dur ou souffrir. Enfin, chacun ne met pas les mêmes mots pour gagner de l'argent. C'est comme si l'argent se méritait que contre une forme de dureté, de pénibilité, de labeur, tu vois, le labeur. Donc, c'est important de voir aussi que tu parlais de tous les mots qui parlent du mot argent, si tu regardes tous les mots qui parlent du mot travail, au taf, au turbin, à la mine, c'est aussi pas des mots qui sont positifs. Il n'y a que le mot que j'aime utiliser, le mot œuvrer, tu vois, que je trouve qui est vraiment qui est un beau mot. Et donc, il y a cette connotation. Donc, de la même manière, c'est peut-être pas un hasard non plus, qu'on a réinventé le masculin et l'homme, on a aussi à réinventer le monde du travail, à réinventer une autre forme, et c'est en train de se faire grâce aux jeunes, beaucoup qui montrent de nouveaux exemples, qui refusent des modèles
qu'à mon époque, ça ne se discutait pas vraiment, en tout cas, ce n'était pas comme ça que je le vivais à l'époque, en tous les cas. Et, euh, et je pense qu'on a vraiment à réinventer quelque chose parce que ce monde du travail tel qu'il existe aujourd'hui ne rend pas les gens heureux, n'amène pas du bien-être. Donc, ça montre bien que nous faisons fausse route. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que moi, j'accompagne beaucoup les entrepreneurs et ceux qui sont en transition parce que j'ai vraiment la croyance que plus nous serons nombreux à faire ce que nous aimons, à faire une activité qui nous met en joie, qui contribue à quelque chose de positif, mieux notre société se portera, mieux le monde se portera. Et moi, j'aimerais faire en sorte que l'argent ne soit pas un frein, un blocage qui empêche toutes ces personnes qui ont tous un talent unique à offrir, de l'offrir justement parce que tout ce que nous ne donnons pas au monde, le monde est orphelin de ce que nous ne donnons pas. Ça s'appelle du gâchis. Et voilà, ça c'est mon job, ma mission que je me suis donnée, c'est d'accompagner un maximum de ces gens-là pour qu'ils puissent offrir leur talent au monde. Oui, magnifique. Et donc tu donnes des formations, des ateliers. Bon, très certainement, je vais venir quand tu vas venir au Québec, je crois en avril. Je vais participer parce que c'est trop intéressant. Moi, je me suis vraiment, bon, j'ai été escroqué aussi. Quand je suis arrivé ici, j'ai perdu 10 000 $. Je me suis failli me retrouver à la rue en plein hiver sans pouvoir payer mon loyer. Fait un truc de fou, quoi. Tu vois, moi. Donc effectivement, moi, ça a été les montagnes russes, pas mal. Et maintenant, alors il y a un livre qui m'a beaucoup aidé aussi. Tu l'as sans doute lu ou tu as entendu parler de Tosha Silver, qui a été interviewée aussi par Lilou, où elle, il y a beaucoup. Et quand j'ai commencé à lire son livre, tout a changé. C'était incroyable. J'ai commencé à faire les prières. Ça, on va en parler si tu veux bien de la foi et tout ça. J'ai Mhm. commencé à faire les prières et tout à coup, on m'a offert des trucs. J'ai une femme aux États-Unis, Suzanne Ward, avec qui j'étais en contact pour un livre dont je deviens l'éditeur maintenant, voilà, incroyable, qui m'a dit, bah, une travailleuse de lumière m'a donné 1 000 $, m'a dit, vous en faites ce que vous voulez, bah, je vous les donne. Ah, Mhm. c'est incroyable. Donc, allons-y sur la foi aussi. Tu m'as pas dit par rapport, enfin, je t'ai pas demandé, dans ta famille, est-ce qu'il y avait une religion, quelque chose? Alors, ouais, nous sommes protestants, je dirais protestants, mais non pratiquants. Voilà, même si j'ai comme beaucoup vu ma grand-mère prier à chaque repas, au moment de manger, il y avait toujours une petite prière qui accompagnait le début du repas, qu'à l'époque, je ne comprenais pas trop comme enfant, mais qu'aujourd'hui, je peux voir le sens qu'elle y mettait derrière. Pour moi, la foi, euh, je mets ça au-delà d'une histoire de religion. Évidemment, ça peut être une foi en une religion, mais pour moi, la foi en la vie, mais aussi en soi, en la vie, en plus grand que soi, c'est absolument indispensable. Et je pense que c'est quelque chose auquel nous sommes encore, globalement, encore beaucoup trop de gens sont déconnectés de cela. Parce que ce que je vois, moi, si on revient en lien avec le rapport à l'argent, c'est qu'il y a énormément de personnes qui pensent qu'elles ne peuvent compter que sur elles. Tu vois, je peux compter que sur moi, je me débrouillerai tout seul. Et si tu as cette croyance-là, inévitablement, c'est anxiogène. Tu as un stress permanent. S'il m'arrive quoi que ce soit, c'est foutu. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Et surtout, quand on a des fonctionnements comme ça, on crée des silos, de séparation les uns avec les autres. Donc, on va avoir des comportements qui sont juste tournés sur soi, puisque je peux compter que sur moi, il faut juste que je fasse les choses pour que ça me convienne, mais on est déconnecté de l'extérieur. Alors que dès le moment où on est conscient qu'on fait partie de quelque chose de plus grand, et ce que moi j'appelle ça, je parle beaucoup de confiance en la vie, quelque part, et c'est vraiment quelque chose qui m'anime beaucoup, derrière cette confiance en la vie, qui est vraiment, c'est pas juste avec la tête, ça doit vraiment être quelque chose du cœur et cellulaire, cette foi que quoi qu'il m'arrive, soit je trouverai les ressources en moi ou à l'extérieur, je ferai les bonnes rencontres pour le soutien qui sera nécessaire et qu'à partir de là, si vraiment et au fond, il y a déjà tellement de synchronicité incroyable dans ma vie qui montre qu'il y a quelque chose de magique, bien souvent, en tous les cas, que à partir de là, je peux commencer à me détendre en disant, OK, plutôt que de penser anxieusement au futur, je peux déjà juste me concentrer sur le moment présent, c'est déjà pas mal, déjà, c'est déjà bien assez. Et un pas après l'autre, arrivera ce qui arrivera, mais arrête de vouloir tout planifier, tout contrôler. La vie, ça ne se contrôle pas. Quand on contrôle, c'est juste 100% de la peur. Je ne dis pas que tous les contrôles sont inutiles. C'est comme bien d'avoir une tour de contrôle quand il y a des avions qui décollent et qui atterrissent, ou un peu de contrôle quand il y a une salle d'opération, mais la plupart du contrôle qu'on met n'a pas de réel sens, n'est pas en lien avec un réel danger. Donc, c'est pour ça que vraiment développer cette foi en plus grand que nous,
ça me paraît vraiment nécessaire et important parce que je crois vraiment aussi que c'est aussi ça qui permet d'être dans une forme d'éthique, que si finalement on est juste là pour vivre une fois, puis dès qu'on partira, tant pis pour les autres, ils se débrouilleront, tu vois. Il y a quelque chose là, on n'est pas connecté à plus grand que nous, quoi. Et c'est important. Moi, j'ai des enfants, j'ai des petites filles que j'adore et j'ai envie de faire ma part aussi vis-à-vis d'eux, mais pas seulement vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de tous les autres, évidemment, mais déjà pour eux aussi. Oui, donc tu as dit, c'est ça, la confiance dans la vie. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup lu Neil Donald Walsh, Mhm. tous ses livres. Bon, et il disait, il proposait à un moment donné de ne plus utiliser le mot Dieu, parce que c'est tellement connoté religion, de dire la vie, simplement. Voilà. Mhm. Et ça, je trouve que c'est bien. Tu as parlé de présent aussi, hein, et le présent qu'on vit, c'est aussi un cadeau. Et c'est Neil Donald Walsh le disait aussi d'ailleurs, on appelle le présent présent parce que c'est un cadeau et c'est vrai que de vivre vraiment le présent comme le font les enfants avant 5-6 ans et j'espère après, c'est super important. Alors, on va prendre une autre. Juste, je voulais dire comme ça, parce que je réfléchis un petit peu à toi, je pense qu'il est protestant. Parce que je crois que enfin, voilà, de ta famille, même pas forcément pratiquant, parce que j'ai remarqué, moi j'ai coaché Renaud, hein, le chanteur Renaud, coaché. Tu vois, je suis coach depuis 20 ans, mais avant, je n'étais pas coach. J'étais agent d'artiste, hein, j'étais manager, j'ai été l'agent de Renaud. Et ça m'étonnait parce que je me suis occupé de lui ces 2 premières années de succès, et je le voyais tout le temps compter, calculer, etc. Je dis, alors qu'il était plutôt anarchiste, comme ça, à son image Mhm. d'anarchiste, pas du tout. Tout était calculé, il regardait ses comptes, voilà, il faisait tout bien. Et en fait, il est de famille protestante, tu vois. Et j'ai pu voir que il a un oncle, oui, qui est pasteur d'ailleurs. D'accord. Bon, lui, il s'est complètement écarté il a tout jeté le bébé avec l'eau du bain. D'ailleurs, dans son appartement dans le Marais, à l'époque, il y avait un grand crucifix, mais immense, hein, qu'il avait dû acheter ou piquer dans une église, j'en sais rien. C'était énorme. Et à un bras, il avait mis une chasse d'eau. Vraiment, donc, très iconoclaste. Mais ça m'a permis de voir que, avec étonnement après, si tu veux, que les catholiques, souvent, enfin, n'avaient pas la même relation à l'argent que les protestants. Est-ce que tu peux me dire quelque chose là-dessus? Oui, effectivement, je crois que c'est Pascal Bruckner, le philosophe, qui a écrit un livre aussi, il parle d'argent. Et lui disait, ça m'a beaucoup parlé, il disait effectivement, chez les catholiques, c'est plutôt être pauvre est honorable. C'est plutôt ça. Il disait, chez les protestants, c'est être autonome est honorable. Et ça m'a beaucoup aussi appris sur la relation au travail que nous avons, en tout cas beaucoup en Suisse, comme on est très sérieux, on travaille beaucoup d'heures, on gagne son argent, tu vois. Et effectivement, c'est pas la même chose. D'ailleurs, c'est pas un hasard si à Genève, il y a tellement de banques privées, hein, l'endroit du calvinisme et tout. Oui. Euh, donc, euh, donc, il y a vraiment ce côté travailleur qui est associé, en tout cas plus peut-être au protestantisme qu'au catholicisme. Alors, même si, bien évidemment, on fait des généralités, mais quand même, Oui. il y a quand même quelque chose qui est quand même lié. Et c'est pour ça que quand je suis venu au Québec, je m'attendais à ce que les Québécois soient beaucoup plus décomplexés que l'argent. Et au fond, il n'était pas tant que ça, à ma surprise. Et je pense que l'empreinte du catholicisme, comme qui était très forte, a encore laissé des traces, selon moi. Oui, sauf qu'au Québec, je pense il faut différencier les francophones, donc Oui, vraiment je parlais des francophones, absolument. Ouais, voilà, ouais, comme on est dans la francophonie, parce ouais. que du côté anglophone, là, c'est pas du tout la même chose. Le rapport à l'argent n'est pas du tout le même. Moi, je ressens quand même ici, enfin, je suis dans une autre ici quand je suis en bas, dans dans ma deuxième patrie. Puisque je suis un ancien Français, hein, je le dis, mais bon, j'ai toujours mon passeport français, hein, je suis français quand même. Mais ce que je veux dire, c'est quand même très très différent. On peut dire facilement, moi j'avais une amie ici que j'avais pas vue pendant des années. On s'est revus 10 ans ou 15 ans après. Bonjour, comment ça va? Oh bah moi, tu sais, je me fais mes 5 000 $. Donc tout de suite, pouf pouf, l'argent, c'est normal. D'ailleurs, ça me rappelle au début que j'étais là, parce que j'ai été avant les années 2000, j'ai passé 10 ans là. Bon, et j'avais fait une petite formation pour faire un plan d'affaires. Tu sais. En français, en France, on dit
un business plan, hein, mais Mhm. c'est un plan d'affaires. Bon, un plan d'affaires. Et on était peut-être, je sais pas, 20, 25, plus ou moins jeunes. Bon, il y a quand même longtemps de ça. Bon. Et l'animateur, oui, l'animateur, c'est celui qui a écrit un livre sur le travailleur autonome, un truc comme ça, très très bien, très très bon livre. Et il fait un tour de table avant de commencer. Il dit, dites-moi quels sont vos objectifs pour l'année qui vient. Et alors, le premier dit, ah moi, mon objectif, c'est de faire, je ne me rappelle plus les chiffres, mais bon, 30 000 $. Ah, bon, très bien. Bon, après la suivante, ah moi, mon objectif, c'est de faire 50 000 $. Bon. Et puis, on fait le tour comme ça. Et moi, j'étais là, ancien français, enfin, j'étais pas très ancien à l'époque. Et je dis, mais quoi, mais c'est ça, il ne parle que d'argent. Et il y avait dans les 20, il y en avait que deux, il y avait une fille un peu, ah moi, c'est simplement, bon, d'être heureuse, etc. Et quand est venu mon tour aussi, j'étais très embêté parce que je ne pouvais pas mettre des chiffres. Mais après, bien des années après, j'ai compris que c'était intéressant de mettre des chiffres quand même. Mhm. Tu veux dire quelque chose là-dessus, nous? Non, non, mais écoute, enfin, je trouve l'expérience intéressante, effectivement, de voir que, tu sais, ben, je suis beaucoup confronté à ça. Et quand je dis que bon, d'une part, il y a beaucoup de formations sur Internet qui disent faites votre premier million, faites vos chiffres d'affaires à temps et tout. Et, et, et moi, la seule question qui me vient, c'est pas faire un million, c'est est-ce que je suis heureux ou pas. Et c'est ça la seule vraie question, in fine. Parce que je vois suffisamment de monde qui ont du succès, mais qui sont surstressés en permanence parce qu'ils ont peur de baisser leur chiffre d'affaires, de plus avoir ci, de plus avoir ça. Enfin, ça devient une prise de tête. On n'est pas venu au monde pour s'emmerder avec des questions d'argent. Alors que l'argent, sur une conséquence joyeuse d'une contribution que je fais avec le cœur, c'est magnifique. Mais à un moment donné, si tu veux, quand je le disais aux gens, mais si vous voulez faire plus que ce que vous avez, c'est quoi que vous voulez à travers l'argent? Quand vous voulez plus d'argent, c'est pas de l'argent que vous voulez, c'est ce que représente l'argent pour vous. Est-ce que vous voulez plus de liberté, plus de sécurité, plus de bonheur, plus de confort de vie, plus de quelque chose? Il y a quelque chose d'autre que vous voulez et vous pensez que c'est l'argent qui va vous l'amener. Ça, c'est la première erreur. Mais surtout, c'est d'aller décrypter ce que vous voulez de plus à travers votre argent, ou plus de pouvoir peut-être aussi. Mais simplement, c'est important parce qu'autrement dit, il y a tellement de gens qui courent après l'argent sans savoir que c'est après autre chose qu'ils courent. Donc, autant être conscient de savoir après qu'est-ce que je veux de plus en voulant plus d'argent. Ah oui, ça c'est une bonne question. Moi aussi j'ai remarqué, parce que j'ai travaillé après, m'être fait arnaquer de 10 000 $ avec quelqu'un qui avait une fausse identité, etc. Bon, c'était dingue, hein, c'était très très dur. Après, j'ai commencé à travailler ma relation à l'argent avec mon psy aussi, hein, évidemment. Un psy humaniste, de l'école humaniste, très intéressant. Et je me suis analysé et j'ai vu que, en fait, j'étais un peu lâche de ne pas vouloir gagner beaucoup d'argent. Tu vois, je me dis, bon, je gagnais bien ma vie comme coach vocal, etc. Tout va bien. Mais je dis, dans le fond, je suis un peu lâche parce que si je gagnais beaucoup d'argent, je pourrais, je sais pas, faire aider une école en Afrique, créer une école, faire creuser des puits, ou je pourrais faire plein de choses. Donc, je suis un peu lâche. Et puis aussi, je me surprenais à voir des. J'habitais dans le 15e, hein, bon, à Beaugrenelle, donc il y a des gens qui ont de l'argent pas mal là-bas. Et je voyais des gens arriver avec une Ferrari. Et je me surprenais à penser, il doit dealer de la coke, ou il doit avoir une entreprise où il exploite les gens, tu vois. Donc, j'ai commencé un travail. Allez, je prends une carte. Pouf, c'est quoi? Ah, allergie aux dettes. Tu as parlé d'allergie aux dettes. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que la notion de dette est aussi assez connotée, et, et comme la notion d'argent d'ailleurs. Et pour moi, c'est aussi une erreur dans le sens que c'est important de voir la dette comme un outil qui peut être utile au service de quelque chose si je l'utilise en conscience. Alors, évidemment, dans la dette, il y a les gens surendettés et il n'y a aucun jugement de valeur, hein, quand je dis ça, mais qui subissent quelque part ou ben, ça peut être soit il peut y avoir des accidents de la vie, mais certains, ils sont plus dans une course après l'avoir et puis s'endettent toujours plus parce qu'ils pensent qu'ils doivent avoir plus de choses pour impressionner plus de monde, je ne sais pas quoi. Donc, ça peut être, les situations peuvent être différentes. Donc, ça, c'est de la dette non désirée qui est subie et dans le sens dans lequel c'est une vraie complication. Et puis, alors que la dette, moi, je suis propriétaire de la maison où je suis là, mais j'ai une dette importante. Sans cette dette-là, j'aurais pas pu emménager avec mes enfants, leur faire profiter d'un cadre de vie très agréable et tout. Donc, je vois que la dette a vraiment été très utile et ça n'a jamais été des montants qui m'ont mis en danger parce que c'était une dette qui était raisonnée et raisonnable. Donc, tu vois, le même outil
peut permettre de créer des projets magnifiques ou peut effectivement nous enfoncer un peu plus. Là, on n'est déjà pas bien. Donc, ça, c'est la première chose par rapport à la dette. Et effectivement, il y a toute une partie de personnes qui, je vois dans mes ateliers, qui me disent, j'aurai jamais de dette. Alors, au fond, ça vient de différentes choses, soit effectivement une éducation, soit ils ont peut-être vu quelqu'un dans la famille qui était surendetté, puis c'était vraiment tellement compliqué qu'ils se sont dit non, ça m'arrivera jamais. Mais je leur dis, tu es en train de te couper d'une partie des possibles et peut-être que tu vas limiter peut-être ce que tu vas faire ou ce que tu vas vivre parce que tu ne veux pas ça. Et la peur, c'est la peur d'être redevable. La peur d'être redevable, elle se manifeste avec l'argent, parce que être redevable, c'est avoir une dette vis-à-vis d'eux, mais elle se manifeste de plein d'autres manières différentes. On ne veut pas recevoir de soutien. Ça se voit tellement souvent. Je ne veux pas recevoir de soutien parce que il va falloir que je donne quelque chose en contrepartie dont je suis redevable, donc je préfère me débrouiller seul. Mais c'est triste, si on veut tous se débrouiller seul, puis qu'on ne veut jamais accueillir le soutien des autres. Et en plus, le pire, c'est que plus les gens ne veulent pas être redevables, plus eux, ils donnent du soutien aux autres, sans se rendre compte que eux créent de la dette chez les autres, mais Oui. ne veulent pas la situation inverse. Alors, des fois, quand ils voient ça, ils sont un peu choqués de se dire, ah ouais, j'ai jamais vu ça sous cet angle-là, parce qu'ils apportent du soutien aux autres, ils ne veulent rien en échange. Donc, quelque part, ça crée, l'autre se sent en dette vis-à-vis d'eux. Donc, c'est pour ça que moi, je dis, c'est pas bien ou pas bien d'avoir de la dette, c'est juste dire, c'est une chose possible qui peut être rendre service et en tout cas de rester ouvert à cette idée-là. Justement, donc, au chapitre des dettes, là, tu cites Jean-Paul Getty, qui devait être un milliardaire, hein, je ne sais pas, non? C'était quelque Je chose, je sais pas, crois, oui. Oui. qui dit si vous devez 100 dollars à la banque, c'est votre problème. Si vous devez 100 millions de dollars à la banque, c'est les problèmes de la banque. Ouais. Ah Ah, oui. j'adore. Ouais, absolument. Moi, j'adore cette citation. Enfin, je l'adore dans le sens qu'elle est très parlante. Elle est malheureusement vraie. Elle est malheureusement vraie et elle est très parlante en même temps. Il y a un moment donné où effectivement le fameux too big to fail, comme on dit chez nous, enfin, aussi même chez nous en Suisse, on voit ça dans les banques. Hein. On a une banque suisse qui vient d'avoir des gros problèmes, eh ben, elle devrait couler, mais on ne peut pas la faire couler parce que ça aurait trop de conséquences. Donc les gens ont fait des conneries et puis on va réparer leurs conneries et les gens qui ont fait des erreurs n'auront pas de prix à payer pour leurs erreurs. Et c'est ce que je trouve malheureux dans ce monde-là, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent se permettre de faire de grosses erreurs tout en gagnant beaucoup d'argent, mais dans lequel on va les laisser tranquilles. Alors que nous, dès qu'on a, comme tu dis, le moins de problèmes, un petit peu de retard pour un paiement, tout ça, on va payer des taxes, des trucs, des suppléments, etc. Donc il y a quelque chose qui n'est pas très juste, mais on est là pour changer les choses, justement. Oui, oui. On peut d'ailleurs regarder les pays, comment sont les pays avec les dettes, hein, à commencer par les États-Unis. Hein. Je veux dire, bon, leur rapport à l'argent est bizarre aussi. Hein. Mais Ben, de toute bon, façon, les dettes, c'est important de voir que si on prend les dettes au niveau national, dans les grands pays occidentaux, c'est juste d'être clair, les dettes ne seront jamais remboursées. C'est juste une évidence, mais on n'en parle jamais comme si c'était un non-sujet, alors que c'est une évidence, c'est juste pas possible. À un moment donné, il y aura, tôt ou tard, il y aura, ben, ah, voilà, on ne rembourse pas, et puis tant pis pour ceux qui avaient des obligations, des machins et tout ça, eh ben, vous n'aurez plus que les yeux pour pleurer parce qu'il n'y aura pas d'autre choix. On va réduire la dette de moitié. Enfin, je ne sais pas quel sera le truc qui va arriver, mais ça arrivera un jour, j'en suis convaincu. Voilà, comme ça arrivait parfois dans d'autres pays déjà auparavant. mhm. C'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de questions hein, par rapport à, surtout en ce moment, là, on est vraiment en changement je dirais même de civilisation, hein, où on Oui. voit que l'Occident va être en train de s'effondrer, les valeurs occidentales. Bon, c'est très intéressant de voir au niveau géopolitique hein, tout ce qui se passe avec que le dollar va commencer à être abandonné, qu'il était utilisé dans toutes les transactions internationales et que c'est en train de se terminer tranquillement. Enfin, bon, ça va peut-être prendre quelques temps, mais quand même. Il y a une question que je voulais te poser quand même, qui j'ai entendu parler en Chine de l'argent, je sais pas comment on appelle ça, de l'argent fondant. C'est-à-dire que si je sais pas si ça existe vraiment, si tu as entendu parler de ça, c'est-à-dire si tu n'utilises pas ton argent, il faut l'utiliser pendant un certain temps, sinon il a fondu. Il perd sa valeur. Alors, oui, alors si tu veux, aujourd'hui, on a l'aspect de la monnaie numérique qui aimerait être imposée par beaucoup de gouvernements, ce qui serait une très grave erreur parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, hein, c'est un instrument de contrôle, c'est pas autre chose que ça. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que potentiellement, il pourrait dire, tiens,
ça serait bien qu'on relance l'économie, il faut que les gens consomment. Alors, on va mettre un intérêt négatif. C'est ça l'argent fondant. On met un intérêt négatif si votre argent, chaque mois, il perd un peu de sa valeur. Donc, ça pousse les gens à l'utiliser même s'il n'y a pas de besoin particulier, juste pour faire du commerce, faire profiter certains. Donc, à un moment donné, tu vois, ça pourrait être un instrument qui peut être utilisé. Et c'est toujours la même chose, hein. C'est que chaque fois que c'est utilisé par des personnes qui ne sont pas dans une conscience du collectif, du bien-être collectif, toutes les dérapages sont possibles et on le voit suffisamment depuis un certain nombre d'années ou dizaines d'années maintenant. Hmm. Il y a une différence aussi que j'ai notée ici, parce que moi j'étais un peu dans le truc, ah bah je prends pas de dette, voilà, j'ai pas de dette. Et je me suis aperçu, bon, ici j'avais acheté un studio à un moment donné, donc j'avais au moins un crédit. Bon, après je l'ai revendu parce que j'étais reparti en France. Et quand je suis revenu pour me loger, bah, là je suis en bas, je suis dans un très bel immeuble, avec la piscine sur le toit, tout ça et tout. Bon, mais la société propriétaire on a dit, mais on a fait une recherche sur vous, on ne vous connaît pas, vous n'avez pas de code de crédit. Et ça, c'est quand même incroyable. Et donc, et si par exemple, on demande un prêt, j'avais parlé avec un conseiller bancaire, toi, mais attention, si vous demandez un prêt avec un gros intérêt, vous allez baisser votre code de crédit. Donc, si on n'a pas une bonne cote de crédit, même j'ai voulu acheter un Mac à un moment donné, j'avais une cote de crédit, bon, côté normal. Bon, j'ai dû prendre des cartes de crédit où j'en voulais pas pour me faire une cote de crédit. Donc, c'est quand même, c'est pas tout à fait le même système qu'en France aussi. Là, c'est, Non, non, mais c'est un système, excuse-moi, c'est un système qui est malade pour moi à cet endroit-là, quoi. oui, ah oui, c'est Et complètement. si tu veux, nous sommes effectivement en plein bouleversement. Ça prendra encore un certain temps. J'ai aucune idée combien de temps parce que des fois les choses peuvent aller très vite, puis des fois ça peut stagner pendant longtemps. Mais disons que ça peut que changer. J'ai bon espoir que ça changera pour du mieux, même si tout n'est pas à gagner. Mais en tout cas, moi j'y crois vraiment. Mais simplement, comme l'expression dit, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Si on veut changer ce système-là, il va falloir qu'il y ait beaucoup de choses qui changent avec. Et ça sera de façon par un chemin de conscience aussi, évidemment. Et un retour à l'essentiel pour moi aussi. Ah oui, et à l'essence du ciel. Voilà. Oui. Alors, je prends une autre carte. Allez, hop, rôle. On a parlé de rôle. Bon, c'est peut-être pas. Est-ce que tu as envie de. Sinon, j'en prends une Non, autre. comme ça, il n'y a rien qui me vient comme ça. Ouais, Non. moi non plus, je ne sais pas pourquoi je marqué ça. Bon, jouer. Jouer, tu parles de jeu à un moment donné. Moi, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, le jeu. Oui. Tu vois, parce que même quand il m'arrive quelque chose, je vais te laisser parler, Oui. quand il m'arrive quelque chose de dur, je le prends comme un jeu. Je dis, tiens, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce truc-là, tu vois. Alors, Oui, le oui. jeu, c'est quoi pour toi? Alors, derrière jouer, il y a deux choses. Et je veux juste d'abord, il y a une première chose qui fait une allusion à la carte. On peut jouer un rôle. Autrement dit, vouloir se montrer d'une certaine manière à travers des apparences, à travers des symboles de réussite. Voilà, on veut. Et là, effectivement, c'est un jeu qui nous perd en quelque sorte. C'est un jeu où on s'éloigne de soi parce qu'on croit qu'on doit montrer une certaine image. Et là, effectivement, on est dans le paraître, et dans le paraître, le pas-être, hein, mais plutôt que dans l'être. Et effectivement, après, je te rejoins aussi. Moi, j'ai un côté très joueur. J'aime bien les jeux de société. J'aime bien la stimulation. Voilà. Et vraiment, si à l'époque, pendant que j'étais jeune, j'étais un gagnant, aujourd'hui, j'aime juste jouer, pour le plaisir d'être ensemble. Et aussi, j'utilise vraiment la vie comme un. Je trouve que la vie est un formidable jeu, un jeu de piste. Un jeu Oui, de piste qui me donne des indications, des signaux, si je peux les écouter ou si je peux les voir. Et parfois, je ne vois pas les signaux, puis je pars dans une mauvaise piste, et puis je vais revenir en arrière peut-être. Et en même temps aussi, chaque fois que je vis des choses qui sont pas très agréables à vivre, je m'arrête et je me dis, qu'est-ce qui fait que je génère ça dans ma vie pour l'instant? Parce que là aussi, je vois aussi comme ça fait partie des règles du jeu, en tout cas tel que je le perçois, et évidemment, on peut voir ça complètement autrement. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu qui fait que j'aurais pu éviter cela? Pas dans le sens culpabilité, dans le sens prendre la responsabilité de sa vie et en faire un terrain d'apprentissage, d'expérimentation merveilleux, si on veut. Et c'est ça que là, que je trouve que la vie peut être joyeuse quand on la voit sous cette forme-là, à défaut qu'elle soit toujours confortable. Voilà, j'ai fait des sports d'équipe. Moi, j'aimais beaucoup le sport. Je sais pas, bon, je ne pense pas qu'à 80 ans, je vois le corps de ton père, mais j'aimais beaucoup le jeu d'équipe aussi. Moi, j'aimais bien que le collectif ensemble, on essayait de créer quelque chose ensemble qui avait du goût, qui était joyeux, etc. oui, merci, merci là-dessus. Allez, encore une autre. On a du temps encore un petit peu. Alors,
Confiance. Ah oui, ça c'est super important. La confiance, parce que il me semble que c'est ça l'argent. Parce que si on n'a pas, c'est juste un papier ou numérique. Je veux dire, s'il n'y a pas la confiance, il y a. Alors la confiance. Oui, et c'est vrai que si on reste par rapport à l'argent, c'est fascinant de voir que ce système économique qui est un vrai château de cartes, qui peut tenir le coup seulement s'il y a une augmentation de la croissance, dans le sens croissance de consommation, on ne parle pas de croissance de solidarité, d'amour et autres, euh, peut fonctionner que comme ça, fonctionne encore. Ça, je trouve ça fascinant. Et effectivement, c'est parce qu'il y a encore suffisamment de confiance. Et chaque fois qu'on va à un appareil, qu'on met une carte, puis qu'il y a l'argent qui sort, ça vient de générer encore un peu plus de confiance que ça fonctionne, ce truc-là. La preuve, c'est que ça fonctionne comme ça. Et au fond, si tu regardes après un peu ce qui se passe au niveau plus méta, je dirais, global, ben, les dirigeants, les banquiers centrales, ils font que raconter des choses pour insuffler de la confiance, même s'ils cachent une partie de la vérité, parce qu'ils savent qu'il faut absolument garder le niveau de confiance pour que le mourant vive encore un peu plus longtemps, jusqu'à qu'il meure pour de bon. Alors, peut-être, en tout cas mon mentor sur la relation d'argent, Peter Koenig, le dit souvent, il dit, même si le système est malade, le fait qu'il dure plus longtemps, ça laisse plus de chances qu'un autre système se mette en place et qu'il y ait moins de chaos au moment où ça s'effondrera. C'est une manière de Oui. voir les choses. C'est possible aussi qu'il y ait un peu plus d'êtres humains, toujours plus sur ce chemin de conscience-là, qui ont envie d'autre chose et qu'il y ait une sorte de quelque chose d'autre qui soit préparé derrière. Possible, si tu veux. Mais simplement, cette confiance, elle est nécessaire et indispensable. Et en même temps, si on prend un peu de recul et qu'on regarde la situation, on n'a aucune raison d'avoir confiance. On n'a aucune raison d'avoir confiance. La seule chose qui peut nous maintenir en confiance, c'est de voir tous les efforts que font certains pour essayer de manipuler les masses et de leur faire croire qu'il y a de bonnes raisons d'avoir confiance. Donc, tant qu'il y a suffisamment de gens qui les croient, ça fonctionne. Mais on a vu dans quelques pays, entre autres à Chypre, le jour, tout à coup, ça n'a pas fonctionné. Les banques ont commencé à partir en banqueroute. Soit tu habitais tout près de la banque, tu courais très vite, peut-être tu arrives encore à prélever un peu de sous. Autrement, tout était bloqué, fermé. Et puis tout ton argent qui représentait soi-disant ta liberté, ta sécurité, tout était prisonnier, il n'y avait plus rien. Et puis à moi, ça peut s'arrêter d'une minute à l'autre. C'est pour ça qu'on a intérêt à avoir une bonne confiance en soi et en la vie pour trouver les ressources pour faire face à toutes sortes de situations, y compris tout à coup si notre argent était bloqué, perdu, je ne sais quoi. Oui, oui. Mais comme tu as fait des conseillers pour des placements financiers, etc., qu'est-ce que tu penses de l'or, d'acheter de l'or? Oui, alors moi, si tu veux, quand j'ai quitté ce milieu-là, je l'ai quitté avec un avis très négatif sur la bourse parce que tout l'aspect boursier, actions, obligations, parce que selon moi, tout ça est extrêmement manipulé et surtout n'était plus basé sur quelque chose d'un peu solide derrière, tu vois, et beaucoup de spéculations, de choses, enfin, qui fait que certains en tiraient le marron du feu. Et ce qui fait que je me suis complètement désintéressé de ça. Si tu me demandes où sont les cours de bourse, machin, je n'en sais rien. Par contre, c'est vrai que j'ai vu que j'ai sorti mon argent qui était destiné pour ma retraite, qui était à la banque. Je ne voulais pas que la banque s'occupe de mon argent parce que je n'ai pas confiance dans cette banque-là, comme dans les autres d'ailleurs, la plupart du temps. J'ai dit, je vais faire mes erreurs moi-même, je ne vais pas leur laisser faire les erreurs pour moi. Hmm. Mais entre autres, c'est vrai que j'ai acheté de l'or parce que malgré tout, je pense que l'or a même si, j'ai envie de dire, si je prends qu'une fois de la hauteur, il n'y a aucune raison pour que l'or ait de la valeur, puisque c'est juste une pierre parmi d'autres, et puis pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre, etc. L'or a de la valeur au niveau des humains. Euh, et dans ce fonctionnement-là, actuellement, on parle d'or comme une forme de valeur refuge, mais disons que c'est quelque chose de tangible par rapport à l'argent qui est vraiment du vent aujourd'hui, et effectivement fondé sur un contrat de confiance. Et il est possible qu'un jour, ben, on verra l'or comme quelque chose qui n'a pas de valeur non plus, mais peut-être qu'avec comme des milliers et milliers d'années que ça dure, c'est possible que ça dure encore un certain temps pour l'or. Voilà, mais donc l'or, oui, je pense que c'est bien d'en avoir en tout cas un peu pour ceux qui ont en tout cas quelques économies et puis qui aimeraient voilà, avoir quelque chose d'un peu plus tangible. Peut-être qu'après, il va y avoir aussi sur des terres rares, hein, puisque ça devient très important, les terres rares pour la terre. Voilà, en tout cas,
j'en suis pas là pour l'instant d'acheter ni des terres rares de l'or, mais bon, c'est important parce que tu vois, moi, je n'ai pas trop l'instinct de l'immobilier, par exemple. Voilà, là, je loue cher, mais me sens pas le besoin de posséder, tu vois. Alors là, malheureusement, je rejoins quelqu'un qui sévit en Suisse, hein, au forum de Mhm. Davos, qui dit vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Bon, ce qui serait formidable si cela l'appliquait à lui-même, hein, donc Ah, bien d'accord. voilà. Mais voilà, j'ai du mal. Pour moi, l'immobilier, c'est se lier à l'immobile. Alors, c'est un peu idiot peut-être de dire ça, mais bon, en tout cas, c'est ça. Donc, mais bon, mais peut-être effectivement quand même de pouvoir acheter comme acheter une voiture. Je trouve ça idiot parce que surtout qu'on est dans une grande ville, hein, comme moi, je peux louer à l'heure des communautés, de n'importe quoi. Pourquoi avoir une voiture à moi? Ça se Ouais, dévalue en plus, tu vois, des trucs comme ça. bien En sûr. tout cas, revenons à toi et au livre. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Partenaire de vie. Donc, tu en as parlé un petit peu déjà. Tu en as déjà un petit peu parlé. Si tu veux rajouter quelque chose ou on prend une autre? Non, je crois qu'on a déjà dit un peu ce qu'il y avait à Ouais, dire par rapport à ça, ouais. C'est c'est OK. pas mal. La culture du pays aussi. Est-ce que tu as vu des changements très notables par rapport aux origines ethniques, culturelles dans tes formations? Alors, je dirais, à coup sûr, elles existent. Je les ai pas ou peu vues pour une raison simple, c'est que pour l'instant, je me focalise sur les pays francophones, soit européens, soit au Québec, en l'occurrence la région du Québec. Je devrais aller au Maroc l'année prochaine. Je suis allé au Maroc dans le désert, mais c'était encore une fois des Européens qui s'étaient déplacés. Et parce que justement, je suis très curieux de voir les différences qu'il peut y avoir par rapport à la culture. Alors, je sais qu'en tout cas, dans beaucoup de pays d'Afrique, il y a cette culture du présent, la notion de planification, de retraite, d'avoir ça ne leur parle pas beaucoup, c'est tout de suite maintenant. Et je me souviens d'un copain d'école où c'était une grosse entreprise suisse qui était au Maroc, je crois justement. Et ils ont voulu instituer justement une forme de, de- d'assurance maladie sur le sécurité sociale, si on veut, sur le principe un peu suisse. Puis les gens disaient non, non, mais on ne veut pas de ça, donnez-nous l'argent tout de suite. Si vous voulez mettre de l'argent, vous nous le donnez tout de suite. Ça n'entrait pas dans leurs mœurs, dans leur manière de voir les choses. Et je trouvais ça intéressant de voir que nous, on croit que parce qu'on fait comme ça, c'est juste et tout le monde devrait être conquis par ce modèle-là. Non, c'est un modèle qui est beaucoup basé sur la peur. Et c'est important de le voir aussi. Ce ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire, mais encore une fois, important de voir à partir de quel endroit intérieur on met les choses en place. Tant que c'est de la peur, ben, occupons-nous de notre peur plutôt que vouloir faire des constructions à l'extérieur pour essayer, pour se leurrer et croire on va enlever nos peurs. Donc, à coup sûr, il y a des différences, mais je dirais que ce n'est pas quelque chose que j'ai rencontré, en tout cas avec les pays dans lesquels je C'est pour ça. l'instant. Parce que le Maroc, en Afrique du Nord, moi je connais plus la Tunisie, mais c'est pareil un petit peu. Bon, là, il y a l'Afrique du Nord. En tout cas, il y a pas la même. Déjà, il n'y a pas le même rapport au temps. Alors, pas du Mhm. tout, Oui, bien pas sûr. du tout. Bon, parce que là, moi, je donne des rendez-vous à mon compagnon. Bon, ben voilà, je t'appelle dans 10 minutes. Puis 10 minutes, ça peut être 1 heure ou 2 heures, c'est pas grave. Bon, le temps varie suivant le degré hygrométrique de l'air. Ou bon, voilà. Mais d'ailleurs, je remarquais aussi, ce serait intéressant qu'on essaie de faire J'ai commencé dans mon intro à parler du temps et de l'argent. Et souvent, quand on demande à quelqu'un, bah, pourquoi, puisque je suis coach, des fois je dis, il a tel projet, pourquoi tu ne le fais pas? Ah bah, j'ai pas le temps euh, ou j'ai pas l'argent. Donc, est-ce Mhm. que, alors, je vais imaginer, alors, j'ai pas, tu sais, j'écris des romans aussi, donc j'imagine des trucs. Je me dis, mais on pourrait pas imaginer une monnaie qui serait en fait du temps. C'est-à-dire que bah, tu payes en secondes, en minutes, en heures, en mois ou en années. Donc, une voiture, c'est des années, voilà, une maison, c'est des décennies, ou je sais pas quoi. Bon, est-ce que tu peux essayer de mieux me faire comprendre le rapport qu'il y a entre le temps et l'argent? Ok, il y avait un film qui était sorti, je ne sais plus le titre, je l'avais vu, où justement c'était quelque chose comme ça, et puis ils devaient donner du temps, enfin on leur prenait un peu de leur temps, et finalement ils pouvaient mourir jeunes, et il y avait comme les riches qui avaient fait des stocks de temps pour mourir très vieux, donc il y avait comme des histoires qui se jouaient, on rejoue un peu le modèle.
Je me souviens plus du titre, c'était très intéressant ce film-là. Euh, et au fond, c'est vrai que tu as parlé du temps, c'est de l'argent. On me dit du temps, c'est de l'argent. Je dis non, du temps, c'est du temps, puis de l'argent, c'est de l'argent. Arrête-toi de mettre les deux ensemble. Par contre, où je peux voir le lien, si tu veux, de manière extrêmement simple, je vais parquer ma voiture dans un parking, et puis plus je laisse le nombre d'heures dans le parking, plus le prix sera élevé. Donc il y a vraiment un lien entre le temps et l'argent. Si j'ai affaire à un avocat qui est payé à l'heure, plus il va travailler d'heures pour moi, plus le prix sera élevé, puisqu'il y a vraiment ce lien entre le temps et l'argent. À cet endroit-là, si tu veux précis. Par contre, si dans l'idée aussi qu'il y avait plus on est productif, plus on va gagner d'argent, moi je me dis, mais au contraire, je trouve moi qu'en prenant le temps, en prenant du temps pour moi, en prenant ce matin, j'avais ma demi-journée que je réserve la demi-journée du chef d'entreprise que je suis, même si je n'ai pas de salariés, même si j'ai des gens qui travaillent pour moi, je suis comme un chef d'entreprise où je prends le temps de me poser des questions, de réfléchir à ce que je vais faire, faire des décisions un peu plus stratégiques, voire des fois je vais marcher en montagne, prendre du temps pour moi aussi, ça me fait du bien. Voilà. Donc, tu vois, je trouve que prendre le temps parfois à ne rien faire peut nous faire gagner beaucoup d'argent. Et là, Ah, il y a pas de lien du tout, parce qu'à vouloir trop se précipiter, on peut aussi perdre beaucoup d'argent. C'est ah pour oui. ça que le lien est tout à fait relatif, à part les endroits où c'est noté. Voilà, votre temps coûtera un certain niveau d'argent, mais autrement, je crois que prendre le temps peut potentiellement nous faire gagner beaucoup d'argent. Donc, ça ne fonctionne pas dans tous les sens. Ça dépend d'une situation à l'autre. Oui, je rebondis sur prendre son temps. Et moi, j'aime bien me lever de bonne heure. Bon, aujourd'hui, c'était 2h30 le matin, c'était un peu tôt, mais habituellement, c'est vers 5h, 5h30, parce que j'aime prendre du temps à ne rien faire, justement, et à goûter le présent. Et c'est à ce moment-là, comme je suis dans le présent, que j'ai des bonnes idées. Et du coup, ça me fait gagner du temps. Parce qu'au lieu de tourner les trucs dans le cerveau et de faire si, mais, je vais mettre une colonne, le plus, le moins, qu'est-ce qui est mieux. En fait, je me connecte vraiment à l'instant présent. Pof, j'allume mon GPS, là, guidé par la source, comme dit Olivier Clerc. Et puis, je dis, ben oui, je vais faire ça. Et en fait, le fait d'avoir pris du temps à ne rien faire, être dans l'instant présent, me fait gagner beaucoup de temps, puisque je vais prendre une bonne décision plutôt que de faire quelque chose et être obligé de tout refaire parce que j'ai fait une erreur. Tu vois. Donc, C'est c'est clair. Ouais. très intéressant aussi le rapport au temps. Oui, tu voulais rajouter Non, quelque non, mais chose? c'est bien. Le rapport au temps est un vrai thème parce que forcément derrière, pour beaucoup, il y aura le rapport à la mort. Et ça Oui. reste des thèmes qui sont aussi très tabous, qui ne sont pas traités. Et pourtant, je pense que beaucoup de gens s'agitent dans leur vie en lien avec le rapport au temps, le rapport à la mort. Je crois que c'est vraiment le sujet ultime du côté tabou. Ouais. J'ai jamais vu de cours ma relation à la mort. Et pourtant, ça serait tellement utile, tellement nécessaire d'en parler ouvertement. Et juste pour faire le petit clin d'œil avec ça, argent, sexualité et mort sont trois sujets très liés, très très liés et très imbriqués. Dans mes ateliers, il y a autant des histoires d'abus sexuels qui sortent régulièrement que de peur de la mort qui sortent régulièrement également. Ah oui, Eros et Thanatos. Mm. Mon Dieu. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est passionnant. Écoute, c'est vraiment passionnant. On pourrait passer des heures, hein. Allez, encore une autre carte. Équitable. Je pense que tu parlais de ça en off juste avant, d'ailleurs, de Oui. équitable. Qu'est-ce que tu Ouais, peux... écoute, la notion d'équité, tu vois, qui me met aussi en lien avec une forme de justice, et, et il y a cette recherche derrière. Et, Et je pense que c'est important déjà de voir que la notion de justice ou d'équité, ce ne sont que des perceptions déjà au départ. Parce que je dis souvent trop d'équité tue l'équité, trop de justice tue la justice. Tu vois, on veut tellement qu'à un moment donné, on met du contrôle. Je donne un exemple très simple. À un moment donné, ma fille s'est mariée et on a offert un certain montant d'argent pour organiser son mariage comme elle en avait envie. Alors, on trouvait juste de le faire, mais sans savoir si un jour nos fils allaient se marier ou pas. Alors, on aurait pu dire, tiens, on vous donne le même montant d'argent tout de suite ou pas. Et puis, on a dit, ben non, on verra bien. Donc, quelque part, pour l'instant, ils ne sont pas mariés, c'est profondément inéquitable. Et même si aujourd'hui, je leur donnais le même montant que je donnais à ma fille à 10, 12 ans en arrière, ce serait encore inéquitable parce que ce montant ne représente pas forcément la même chose. Ouais. Donc, à un moment donné, moi, j'ai vu que le meilleur moyen pour être en paix intérieurement,
c'est arrêter de vouloir être dans la juste, être absolument juste ou équitable. C'est juste d'écouter ce qui me paraît juste au niveau de mon cœur, tu as cet endroit-là, et de le mettre en place. Parce que il y a des grosses blessures d'injustice dans notre société. Et quand il y a de grosses blessures d'injustice, on veut avant tout, on veut créer de la justice. Et souvent, mais ça donne des résultats juste catastrophiques parce que ça part d'un endroit de blessure, encore une fois. Et juste et injuste, est-ce que dans la nature, ça existe, juste et injuste? Est-ce que la souris trouve profondément injuste d'être petite par rapport à l'éléphant ou par rapport à un autre, ou l'éléphant trop gros par rapport à un lion? Enfin, tu vois, j'ai la perception que c'est encore une histoire d'être humain qui décide de coller des étiquettes. Et Hum, si on sortait de ces polarités, hein, pour moi, c'est ça, hein, quand je dis déjà, d'accueillir l'injustice et la justice sans condition. Au moment où on les accueille les deux, il y a juste ce qui est, et on peut lâcher ces polarités qui créent de la séparation. Enfin, c'est en tout cas un des objectifs que j'amène dans mon hum, activité. Et vraiment sortir de là, parce que ça crée plus de blessures, d'autres choses, dire, je vais écouter mon cœur le plus possible et juste faire quelque chose qui me paraît le plus aligné possible à l'instant T, quoi. Et hum. arrêter de se poser des questions, est-ce que c'est vraiment équitable, est-ce que c'est vraiment juste ou pas juste, etc. Tout sort de tête. Ouais. Magnifique, magnifique. Écoute, je vais prendre juste une petite seconde, enfin Oui, quelques oui, petites minutes pour parler à ma communauté et je bien te sûr. reviens. D'accord? Bon, en fait, je vais le faire après, parce que j'ai pas eu le temps de l'écrire. Mais là, je fais une petite incise pour je vais couper là pour inviter les gens dans mes formations. Alors, Christian, Juno, je suis très très heureux là de ce moment qu'on a passé ensemble et j'ai très envie qu'on se retrouve peut-être dans 100 jours. Tu as écrit le défi des 100 jours avec Lilou. Tu vas peut-être nous en dire quelques mots. Qu'on se revoie pour voir le chemin que j'ai fait, moi, dans ma relation à l'argent. Parce que je sais que rien qu'en lisant ce livre, je vais mettre en place des choses. Et puis, quand tu viendras en avril, bah, j'espère participer à ta formation. Bien sûr, dans la description, on va mettre ton site, ta chaîne, enfin tout, pour que les gens puissent te rejoindre. Et franchement, j'étais très, très heureux de t'accueillir. Je trouve ton énergie absolument magnifique et j'aurais jamais pensé, quand j'ai entendu parler de toi il y a longtemps et j'avais voilà, j'avais des, comment on dit dans les accords Toltec, je faisais des suppositions, tu vois. Et ben non, voilà, c'était une erreur de mon mental. Je suis très, très heureux de t'avoir rencontré. Donc, bah, je te laisse le mot de la fin. Alors peut-être juste sur le défi des 100 jours. C'était aussi un défi pour moi de créer un cahier d'exercices pour cheminement sur rapport à l'argent. Et c'était un défi pour moi pour une première raison, c'est que j'avais une forme d'arrogance, mais je dirais inconsciente, qui était de croire que les transformations pouvaient se faire qu'en ma présence. Donc, tu vois, de venir à des ateliers parce qu'il fallait que je décortique chaque situation, etc. Et Lilou m'a amené à réfléchir, à créer une sorte de fil rouge logique pour faire ce défi des 100 jours et permettre un travail de transformation. Et à ma surprise quand même au départ, je dirais, on a eu des retours assez incroyables, mais pour cela, ça demande de l'engagement. Et malheureusement, beaucoup arrêtent avant les 100 jours, mais ça, c'est le chemin de chacun. Et moi, je suis le premier à parfois arrêter les genres de choses. Donc, c'est vrai que mon livre que tu as sous les mains, Ce que l'argent dit de vous, je l'ai refait pour rajouter beaucoup d'exercices parce qu'avec l'expérience du défi des 100 jours, j'ai dit je peux aller beaucoup plus loin. Je peux rendre les gens autonomes un maximum, c'est mon objectif aussi à travers ce livre. Et certains pourront faire l'exercice avec facilité, d'autres c'est plus compliqué, peut-être ont besoin d'être accompagnés d'une manière ou d'une autre. Donc, à chacun de sentir, de voir ce qu'il en est. Mais encore une fois, je crois vraiment que euh, juste voir ce rapport à l'argent, ce que cette porte d'entrée vient réveiller et révéler chez nous, pour moi est très précieux parce que j'ai vraiment beaucoup d'expérience maintenant pour voir que les transformations potentielles ont un impact tellement plus large que des questions d'argent, ont vraiment un impact sur notre vie en général et dans toutes sortes de relations en général aussi. Et c'est pour ça que ce thème est tellement intéressant pour l'instant. Un jour, j'espère que ça sera un thème qui deviendra inintéressant parce que tout le monde aura tellement transformé sa relation à l'argent qu'on verra juste quelque chose de neutre, juste comme un outil comme un autre, Oui, comme oui. une invention comme une autre qui était juste là à un moment donné et qui peut encore être utile ou pas à voir. Euh, mais pour l'instant, en tout cas, on n'en est pas là. Pour l'instant, ça reste un potentiel instrument de guérison que de s'occuper de sa relation à l'argent. Magnifique. Ben, écoute, ce sera le mot de la fin, potentiel instrument de guérison.
Merci infiniment. Et puis, bah, écoute, je te dis très certainement à bientôt. Avec plaisir, Phil. Merci à tout le monde. Merci à vous tous. Bye bye.